Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous le voyez les amis, je vous accueille aujourd'hui avec un large sourire parce qu'encore une fois, je sais pas c'est quoi votre sentiment chez vous, je sais pas comment vous vous sentez à quelques jours du début de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et moi je peux vous le dire, je suis tout simplement hypé. J'ai une seule hâte, c'est que la Côte d'Ivoire lance enfin cette compétition avec ce match d'ouverture qui au moment où je parle aura lieu tout simplement dans moins de 2 semaines. Ça va arriver très vite. La grande fête tout simplement du football africain qui va commencer dans quelques jours et forcément avant de débuter cette compétition on va tout simplement présenter quelques équipes. Alors c'est vrai qu'il y avait 24 équipes, je me suis dit faire une vidéo par équipe, bon honnêtement j'avais pas le temps, je suis désolé les amis, on n'est pas professionnels, malheureusement je n'avais absolument pas le temps de vous proposer une vidéo où j'allais tout simplement présenter chacun des 24 participants à cette compétition, mais je me suis dit on va se focus sur quelques équipes, même si évidemment on va pas manquer de respect aux autres équipes que je ne présenterai pas. On va vraiment se focus sur quelques-unes des principales équipes de cette compétition avec, vous l'avez bien compris aujourd'hui, les 4 favoris de cette CAN 2023, puis après on aura dans quelques jours les outsiders et enfin les éventuelles surprises. De mémoire ça devrait représenter plus d'une dizaine d'équipes, 10-11 équipes je crois si je ne me trompe pas, presque la moitié des participants. Je pense que c'est quand même pas mal les amis. Aujourd'hui on est parti, vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu dans le titre, on est parti tout simplement pour revenir sur les 4 principaux favoris de cette compétition, c'est-à-dire le Maroc, l'Égypte, le Sénégal et le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Alors comment est-ce que j'ai sélectionné ces 4 pays? Bah écoutez, j'ai regardé un peu évidemment les états de forme actuels, j'ai regardé aussi évidemment la qualité de l'effectif, je pense que c'est quand même très important d'avoir de grands joueurs, d'avoir des joueurs qui jouent dans des grands clubs, d'avoir des joueurs qui sont en forme pour pouvoir prétendre à faire partie tout simplement de cette liste des favoris. Donc voilà, c'est surtout l'état de forme actuel, les récents succès et la qualité de l'effectif qui ont fait que j'ai tout simplement décidé de choisir ces 4 équipes pour faire partie de ma petite liste des favoris. On démarre tout simplement avec le premier grand favori. Encore une fois, c'est dans l'ordre. C'est vrai que je l'ai fait dans l'ordre. On commence tout simplement avec le Maroc. Le Maroc qui est tout simplement pour moi le grand favori de cette compétition. Les Marocains, comme vous le voyez, sous vos yeux, restent tout simplement depuis la CAN 2021 sur une série quand même assez intéressante. 14 victoires, 7 matchs nuls, 4 petites défaites pour les hommes de Regragui qui s'étaient fait éliminer en quart de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, ce qu'il y a à retenir de positif sur la forme actuelle du Maroc, c'est surtout ce parcours historique lors de la Coupe du Monde 2022, il y a un peu plus d'1 an, du côté du Qatar, un parcours tout simplement exceptionnel. Voilà, encore une fois, sortir l'Espagne, sortir le Portugal, qui sont 2 mastodontes du football mondial. Alors évidemment, sur les performances récentes, l'Espagne, c'est pas extraordinaire, le Portugal est quand même assez décevant, mais ça reste de performances absolument incroyables. En plus de ça, en demi-finale, t'as pas été ridicule face à l'équipe de France. Le match de la 3e place, il est un peu anecdotique, mais t'as pas été encore une fois ridicule face à la Croatie, un mondial absolument exceptionnel. L'arrivée de Regragui a vraiment changé cette équipe du Maroc. C'est vrai que le Maroc, comme l'Algérie à la CAN 2019, c'est une équipe qui, depuis des années, a toujours eu un potentiel très intéressant. Et Regragui a tout simplement réussi à convertir ce potentiel en bonne performance. Alors évidemment, au niveau du négatif, j'ai essayé un peu de chercher du négatif du côté du Maroc. Tout n'est pas tout rose, il y a cette défaite un peu inquiétante il y a quelques mois face à l'Afrique du Sud à l'extérieur. Mais maintenant, forcément, tous les voyants sont pratiquement ouverts pour la sélection marocaine qui reste vraiment sur une performance historique du côté du Qatar et qui aura à cœur à réaliser la même chose, voire mieux évidemment, du côté de la Côte d'Ivoire. Alors on est parti avec la potentielle équipe du Maroc, le potentiel 11. Voilà, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit quel serait le 11 idéal pour cette sélection marocaine. J'ai pas réinventé l'eau chaude honnêtement, j'ai vraiment regardé ce que faisait Regragui depuis plusieurs mois. J'ai regardé aussi les formes actuelles de certains joueurs du Maroc avec leurs clubs respectifs et je vous ai tout simplement concocté ce petit 4-3-3 que vous voyez sous vos yeux avec Bounou évidemment au cage. Alors lui c'est vrai que c'est un gardien qui m'a un peu déçu au niveau de son choix de carrière. Il est parti du côté de l'Arabie Saoudite alors qu'il aurait je pense mérité beaucoup mieux. Mais écoutez pourquoi pas. Au
au niveau de la défense centrale, pardon, on a tout simplement Saïs et Aguerd. Aguerd qui a fait de bonnes performances avec West Ham. Saïs, faut voir hein, comment physiquement il va être, mais encore une fois, je trouve que c'est très difficile hein, de changer ce trio-là qui a très très bien fonctionné du côté du Qatar. Hakimi à droite, Mazraoui à gauche. Alors c'est vrai que Mazraoui, il y a une interrogation, il joue pas beaucoup avec le Bayern, il n'est pas excellent avec le Bayern. Est-ce qu'Atiatallah ne serait pas la meilleure solution à l'arrière gauche du Wydad pour évoluer à ce poste d'arrière gauche? Il y a des questions évidemment qui peuvent se poser au milieu de terrain. Amrabat, Ounahi, ça me paraît quand même assez indiscutable. Il y avait pour moi une petite interrogation au niveau du troisième milieu de terrain qui allait accompagner les deux mondialistes. Et je me suis dit, bah voilà, on va apporter un peu de créativité. Je pense que le Maroc, dans cette compétition, va être très attendu. Je pense que le Maroc va faire face à de nombreux blocs bas. Ça va être vraiment une configuration complètement différente de celle de la Coupe du Monde où voilà, les Marocains, face au Portugal, face aux Espagnols, ils ont attendu, ils ont exploité évidemment des occasions en contre-attaque. Là, ça va être tout l'inverse. Dès les phases de poule, il va falloir créer du jeu, il va falloir créer des occasions, il va falloir trouver des solutions face à des blocs bas qui seront compacts. Voilà, les 4-4-2 avec deux lignes super compactes défensivement. Va falloir essayer de trouver évidemment des solutions pour verrouiller et déverrouiller surtout ces blocs défensifs. Et je me suis dit, Bilal El Ranouz, qui me paraît tout simplement être la meilleure solution. Alors, on a évidemment Richardson, le milieu de terrain de Reims, qui fait un excellent début de saison du côté du championnat français, qui pourrait être aussi une solution intéressante. Amala, évidemment, le milieu de terrain de Valence, hein, le joueur qui était titulaire du côté de la Coupe du Monde et du côté du Qatar, pourrait lui aussi, pourquoi pas être titulaire. Encore une fois, ça dépendra des adversaires. Hein. Je pense que le trio au milieu de terrain risque de pas mal bouger. Mais pour démarrer la compétition, je pense que ce milieu de terrain est tout simplement le plus logique. Et pour finir, le trio d'attaque, Amin Adli, En-Nesyri et Hakim Ziyech pour finir à droite. Alors Ziyech, il n'est pas évidemment intouchable du côté du Maroc. Il pourrait pourquoi pas y avoir un Abdelaziz qui pourrait un peu lui prendre sa place. Il pourrait pourquoi pas y avoir un changement de dispositif, mais je pense que Ziyech va démarrer cette compétition en tant que titulaire. Je dis pas que c'est un indiscutable, je dis pas qu'il doit être intouchable, mais ça me paraît quand même assez logique avec En-Nesyri. Il débute tout simplement logiquement cette compétition. Et donc finalement le seul poste en attaque où je me suis un peu posé des questions, c'était le poste d'ailier gauche. Est-ce que ça allait être Harit? Est-ce que ça allait être Adli? Pour moi, ça pouvait pas être Bouffal. Alors, je me suis tout simplement référé aux dernières déclarations de Regragui en conférence de presse qui avait dit que dans une liste à 23, Bouffal ne serait tout simplement pas sélectionné. Donc pour moi, si déjà tu es en ballottage favorable, défavorable au niveau de la liste, tu peux pas être un titulaire. Et donc je suis parti tout simplement avec Adli au poste d'ailier gauche. Les amis, le petit calendrier de cette sélection marocaine avec évidemment un groupe F qui est largement à leur portée. Encore une fois, la Tanzanie, le Congo et la Zambie. Hein, dans cet ordre-là, je pense que les Marocains, je ne vais pas le dire qu'ils vont faire qu'une seule bouchée de ce groupe F, mais je pense que ça va le faire. Voilà, ça va le faire. C'est des adversaires quand même. C'est un groupe où il n'y a pas d'équipe très mauvaise. C'est un groupe, on va dire, plutôt homogène pour les Marocains, avec évidemment le Congo qui paraît être l'adversaire le plus coriace dans ce groupe-là. Mais voilà, a priori, les Marocains, je pense qu'ils vont faire 9 sur 9 dans ce groupe-là. Allez, au pire 7 sur 9, avec pourquoi pas un petit match nul face à la Zambie lors du dernier match. Mais je pense que les Marocains vont assez facilement finir premier de ce groupe. Maintenant, quelles ambitions pour le favori? Bah forcément, il y a un moment donné, t'es favori de cette compétition, t'es demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, t'arrives en force, t'arrives avec une certaine confiance, avec même, je ne vais pas dire une prétention, mais une certaine assurance. Et je pense qu'il faut avoir une certaine assurance dans une telle compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, ton ambition, c'est de gagner. Je pense qu'un tout autre résultat pour les Marocains serait tout simplement un échec après leur mondial du côté du Qatar. Alors évidemment, voilà, si tu perds en finale au tir au but, voilà, c'est pas très grave, c'est pas non plus dramatique, ça peut arriver, mais si les Marocains se font sortir en huitième de finale, en quart de finale, ça serait, je pense, complètement catastrophique. Eux qui n'ont pas goûté tout simplement à une demi-finale de Coupe d'Afrique depuis très longtemps, ils se sont fait sortir en quart de finale lors de la dernière CAN, ils se sont fait sortir en huitième de finale lors de la CAN 2019, donc ils sont loin en fait, ils sont loin, mine de rien, les Marocains, contrairement à d'autres équipes qui sont présentes à la CAN, voilà, c'est pas une équipe qui a une expérience folle sur le continent africain, une seule Coupe d'Afrique des Nations, je vous le rappelle, pour le Maroc, donc encore une fois, rien n'est joué, c'est pas parce que tu arrives avec un statut de favori que tu vas forcément facilement remporter la compétition, faut pas non plus, voilà, arriver avec une condescendance, arriver avec trop d'assurance, ça risque d'être très compliqué pour le Maroc, comme je l'ai dit il y a quelques instants, les matchs de la CAN seront complètement différents des matchs de la Coupe du Monde, déjà parce que c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes pelouses, c'est pas la même ambiance, les Marocains au Qatar, ils jouaient pratiquement à domicile avec des dizaines de milliers
milliers de supporters qui avaient fait le déplacement. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, et puis surtout, la physionomie des matchs sera complètement différente. Voilà, les Espagnols, les Portugais, ils ont pris les Marocains de haut. Clairement, ils se sont dit, bon voilà, ça va être facile, le petit poussé africain, on va l'éliminer, on va passer au tour suivant, et ils se sont fait surprendre, alors que là, justement, ça va être tout l'inverse. Les Marocains seront ultra attendus dès les phases de poule, dès le premier match face à la Tanzanie. Donc vraiment, c'est pas une position qui est enviable, je pense, quand tu arrives à une Coupe d'Afrique des Nations. Arriver avec autant d'assurance, arriver avec ce statut de favori, ça va être très très difficile à assumer. Mais encore une fois, faut assumer, tu as fait une performance exceptionnelle à la Coupe du Monde et maintenant, tu te retrouves un peu obligé d'aller confirmer tout ça sur le continent africain et d'aller la gagner. Allez, on enchaîne les amis avec tout simplement l'Égypte, mon deuxième grand favori. Les Égyptiens qui depuis la CAN 2021 enchaînent tout simplement avec 13 succès. Un petit match nul, 4 défaites, finalistes évidemment lors de la dernière CAN avec cette défaite au tir au but face au Sénégal. Les Égyptiens arrivent évidemment avec un grand statut de favori, surtout avec selon moi l'un si ce n'est le meilleur joueur du monde, la forme de Salah qui est absolument exceptionnel. Hier encore, au moment où je chante cette vidéo, il a fait une deuxième mi-temps fantastique face à Newcastle. Alors oui, il rate un penalty en première mi-temps, mais derrière, en deuxième mi-temps, le mec il s'amuse, hein, 2 buts, une passe décisive, et encore une fois sur l'un des 4 buts où il n'est pas directement décisif, c'est lui qui fait le premier décalage et qui fait toute la différence. C'est tout simplement pour moi l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde qui arrive du côté de cette CAN. Encore une fois, c'est exceptionnel, hein, 100% des joueurs égyptiens sont formés en Égypte, c'est une équipe qui connaît son sujet, c'est une équipe qui connaît la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas tout simplement une équipe qui a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations pour rien. Évidemment, le petit pouce rouge, entre guillemets, dans le bilan récent, la forme récente des Égyptiens, c'est évidemment cette non-qualification à la Coupe du Monde, eux qui n'ont pas pu enchaîner après celle de 2018. Allez, on va tout simplement maintenant enchaîner, vous l'avez bien compris, avec mon 11 idéal pour l'Égypte, avec évidemment El Shenaoui, qui s'était blessé lors de la CAN 2021. Il avait laissé sa place à Gabaski. Maintenant, ça reste l'un des meilleurs gardiens africains, le gardien d'Al Ahly qui évidemment est absolument exceptionnel et va encore une fois très certainement nous sortir une CAN absolument fantastique. Au niveau de la charnière centrale, il y a tout simplement pour moi le meilleur défenseur central africain et un joueur avec lequel on ne connaît pas vraiment sa condition physique. Comment est-ce qu'il va arriver à la CAN? On va commencer évidemment par Abdelmounem, le défenseur central de l'Ahly qui est pour moi, voilà, c'est le meilleur défenseur central africain. C'est un joueur, je ne comprends pas ce qu'il fait encore en Afrique, je ne comprends pas ce qu'il fait encore du côté de l'Égypte. Hein. C'est fou que l'Ahly réussisse comme ça à conserver des éléments aussi importants, aussi intéressants. C'est un mec qui, dès la fin de la CAN 2021, aurait déjà dû rejoindre un bon club européen. Ça prouve encore une fois que de nombreux bons talents africains sont quand même relativement sous-estimés. Et Ghazi, lui, c'est le côté un peu physique, lui qui est revenu de blessure, hein, qui joue du côté d'Ittihad en Arabie Saoudite. Comment est-ce qu'il va revenir physiquement pour cette CAN qui va être très exigeante physiquement? Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas dans un monde idéal, je pense que ce serait plutôt ça la charnière centrale du côté de l'Égypte. Au niveau des latéraux, on part tout simplement avec Hani à droite, Hamdi à gauche. Le milieu de terrain, j'ai beaucoup hésité. Et j'ai tout simplement décidé de partir avec Zizou, El Neni et Fatih. Voilà, je pense que faut pas proposer un milieu de terrain trop offensif. On sait comment jouent les Égyptiens. Maintenant, voilà, je pense que Zizou va s'imposer au milieu de terrain. El Neni, c'est un indiscutable selon moi. Et puis Fatih, voilà, physiquement, c'est un joueur qui est capable de beaucoup travailler pour l'équipe. Et puis, que dire hein, du trio d'attaque. Alors là aussi, il y avait une petite interrogation. Pour moi, Trezeguet à gauche, Mohamed Salah à droite, c'est des indiscutables. Mais est-ce que ça allait être Marmouche ou Mohamed Mostefa, l'attaquant du FC Nantes en pointe? J'ai pas mal hésité. Je me suis dit que Marmouche allait quand même être a priori devant dans la hiérarchie. En même temps, c'est vrai que j'ai un peu discuté sur Twitter avec des Égyptiens et ils m'ont dit que c'était plutôt Mostafa Mohamed, hein, le numéro 9 actuel de la sélection. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est mon 11 idéal de la sélection égyptienne. Ça peut être évidemment différent à un ou deux noms près, mais je pense qu'on devrait plutôt partir sur ça pour le début de la compétition. Et justement, les Égyptiens vont tout simplement débuter cette compétition avec le Mozambique, le Ghana et le Cap-Vert. Un trio quand même pas simple, hein, pas simple, faut pas non plus sous-estimer le Mozambique et le Cap-Vert qui sont deux équipes pas faciles à jouer. On l'avait vu avec l'Algérie il y a quelques semaines qui avait fait vraiment des déplacements difficiles du côté du Mozambique. Et puis évidemment le Ghana, il y a toujours cette interrogation.
c'est quel Ghana que t'en fasses? Est-ce que c'est un Ghana qui est capable de se qualifier à la Coupe du Monde face au Nigeria, ou est-ce que c'est le Ghana qui est capable de se faire sortir dès le premier tour lors de la CAN 2021, derrière les Comores, derrière le Gabon? Voilà, pas mal d'interrogations sur le Ghana, mais je pense que le calendrier de l'Égypte est quand même largement abordable, largement favorable, et les Égyptiens devraient, selon moi, assez facilement finir premier de groupe. L'ambition de l'Égypte, bah, j'ai tout simplement envie de vous dire, hein, pour la génération Mohamed Salah, c'est tout simplement d'aller gagner. Voilà, gagner, d'aller rentrer dans l'histoire du football égyptien, aller chercher cette 8e Coupe d'Afrique des Nations, qui ont perdu en finale en 2017, qui ont perdu en finale en 2021. Voilà, là, ils ont qu'un seul et unique objectif, c'est d'aller chercher ce 8e sacre africain, c'est d'aller chercher cette nouvelle couronne africaine. Et pour Mohamed Salah, c'est tout simplement d'enfin rentrer dans l'histoire du football égyptien. Évidemment que sa carrière en club elle est absolument extraordinaire, mais voilà, moi je trouve que Salah il a un peu malheureusement le même destin que Léo Messi, et c'est ingrat, c'est injuste. Il a fait des bonnes performances avec l'Égypte, il a réussi à amener 2 fois son pays en finale de la CAN, mais tant que t'as pas gagné, bah malheureusement dans le football on se souvient pas de toi. Voilà, c'est-à-dire que Messi, avant de gagner sa Copa América, avant de gagner sa Coupe du Monde, il a perdu 3 finales de Copa América, il a perdu une finale de Coupe du Monde, et pourtant on n'arrêtait pas de se moquer de lui, on n'arrêtait pas de dire qu'il n'a rien gagné avec la sélection. Bah malheureusement pour lui, Mohamed Salah, c'est pareil, des finales, ça ne compte pas dans le palmarès, il faut gagner, et il y a énormément de pression sur cette équipe égyptienne, mais maintenant voilà, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est une équipe qui connaît son sujet, c'est une équipe qui a de la qualité, c'est une équipe qui a du talent en fait. Je trouve qu'en 2021 et en 2017, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de talent, sans vouloir leur faire un jour, sans vouloir leur manquer de respect. C'est une équipe qui surtout va compter sur sa solidité défensive, va surtout compter sur son collectif, va surtout compter sur un excellent gardien et sur des exploits individuels de Salah. Là, voilà, défensivement, tu as du talent, au milieu de terrain, tu as du talent, en attaque, tu as du talent. Donc, pour moi, vraiment, cette équipe égyptienne, j'ai failli les mettre devant le Maroc dans la hiérarchie. C'est tout simplement, pour moi, l'un des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez les amis, on va tout simplement enchaîner avec mon 3e grand favori, le Sénégal. Le Sénégal qui, depuis la CAN 2021, a tout simplement enchaîné 17 victoires, 4 nuls, 4 défaites, vainqueur. Évidemment, la première étoile, la première victoire du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations lors de cette CAN 2021. Au niveau des points positifs, on a d'abord ce succès continental en 2021, mais aussi cette Coupe du Monde en 2022 avec cette qualification au 2e tour. Alors évidemment, le match face aux Anglais, il est quand même extrêmement frustrant. Les Sénégalais auraient dû, selon moi, largement mieux faire. Maintenant, voilà, les Anglais, ça restait quand même un très 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 gros morceau, peut-être un peu trop gros. Je pense que les Sénégalais auraient surtout dû finir premier de ce groupe-là, affronter les USA en finale, et en 8e, pardon. Et derrière s'offrir un tirage et un parcours un peu plus simple. Mais quoi qu'il arrive, voilà, il y a cette Coupe du Monde, ce plafond de verre qui a enfin été explosé, que ce soit sur le continent africain ou bien sur la scène internationale. Maintenant, évidemment, il y a quelques interrogations. Est-ce que les cadres sont toujours présents? Koulibaly, Edouard Mendy ou encore Sadio Mané qui vont en Arabie Saoudite. Ah, je suis désolé, mais c'est pas anodin. Dans quel état les trois vont arriver à la Coupe d'Afrique des Nations, pardon. Est-ce que c'est des joueurs qui seront toujours compétitifs, hein? C'est vrai qu'en 2021, t'en avais un qui était à Liverpool, l'autre qui était à Naples et l'autre qui était à Chelsea. Là, je vais pas dire que le championnat saoudien c'est un championnat de seconde zone, mais pratiquement les gars, quand même, on va pas non plus trop surcoter ce championnat, et donc forcément il y a quand même pas mal d'interrogations. Et quand même, vous le voyez sous vos yeux, l'équipe du Sénégal reste quand même exceptionnelle sur le papier. Alors franchement, ça a été un casse-tête. Encore celle du Maroc et celle de l'Égypte, je les ai faites assez facilement. J'ai quand même pas mal réfléchi du côté du Sénégal. On part évidemment avec Mendy au cage, hein. Je pense pas qu'il y aura une modification, même si évidemment le gardien de Clermont, si je ne me trompe pas, pousse pas mal pour aller chercher cette première place. Je pense que Mendy a l'expérience, au vécu, etc. Reste le gardien numéro 1, indiscutablement. Diallo, Koulibaly, on part sur la même charnière centrale que lors de la dernière CAN. J'ai pas voulu révolutionner, évidemment, ce poste-là très très important. Jacobs à gauche, Diatta à droite. Bah écoutez, voilà, c'est un duo qui fonctionne bien. Pourquoi pas partir sur cette même paire de latéraux. Et là, vraiment, le milieu de terrain, il a été compliqué. Il a été compliqué parce que c'est vrai que j'ai regardé le temps de jeu des joueurs du Sénégal. J'ai regardé un peu les performances récentes individuelles. J'ai regardé... Enfin, ça a été difficile, ça a été vraiment un vrai casse-tête du côté du Sénégal à concocter ce petit milieu de terrain. Pape Matar qui est sorti sur blessure avec Tottenham, est-ce qu'il laissera à 100% pour le début de la Coupe d'Afrique des Nations? On verra bien, mais pour moi vraiment c'est l'un des futurs meilleurs milieux de terrain du monde. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment un joueur que je kiffe, que je trouve très très intéressant du côté de Tottenham. Donc c'est pour ça que malgré son jeune âge, je pars tout simplement avec lui en tant que titulaire. Et là vous allez me dire, mais en plus de ça tu mets Camara. Ouais les gars, je mets aussi Camara.
au niveau du milieu de terrain. Alors je sais que c'est très jeune, je sais que pour une coupe d'Afrique Nation, faut des vieux briscards, faut un milieu de terrain un peu plus dense, mais écoutez, laissez-moi, j'essaie entre guillemets de me faire un peu plaisir, mais j'ai quand même mis Idrissa Gana Gueye à droite de ce milieu de terrain pour apporter évidemment toute cette expérience, tout ce vécu. Ça a été quand même assez compliqué, tu peux mettre Kouyaté, tu peux... Enfin, il y a pas mal de monde, je pense, qui peuvent prétendre à une place de titulaire au milieu de terrain du côté du Sénégal. Ça a été assez difficile à trouver vraiment un trio logique. Pourquoi pas partir en 4-2-3-1, pourquoi pas partir même en 3-4-3. Je pense que du côté du Sénégal, il y a quand même pas mal de flexibilité tactique avec différents profils disponibles pour Aliou Cissé. Et puis le trio de tête, je pars tout simplement avec évidemment Sadio Mané à gauche, hein, ça c'est absolument indiscutable, et Ismaïla Sarr à droite, et Nicolas Jackson qui n'est pas exceptionnel avec Chelsea sur ce début de saison, mais je pense que sur une CAN, il peut te faire la différence. Boulaye Dia arrive un peu en délicatesse physiquement, il faudra voir si l'attaquant de Salernitana sera capable de tenir son rang. Il y a évidemment Iliman Ndiaye que j'ai tout simplement décidé de mettre sur le banc, voilà, un peu en délicatesse du côté de l'Olympique de Marseille. Maintenant, encore une fois, voilà, ce 11 de départ, il est quand même exceptionnel, il y a des solutions sur le banc, et forcément, ça fait du Sénégal tout simplement l'une des équipes les plus intéressantes à voir jouer. Le calendrier du Sénégal dans cette compétition avec évidemment le groupe de la mort. Voilà, ce groupe C, Sénégal, Cameroun, Gambie, Guinée, Conakry. C'est assez extraordinaire. Ça va être, enfin vraiment chacun de ces matchs-là, il va vraiment valoir son pesant de cacahuètes. Alors forcément, moi en tant que supporter neutre, je vais regarder chacun de ces matchs-là avec du popcorn. Voilà, je vais m'asseoir sur mon canapé, je vais me régaler devant chacune de ces rencontres, que ce soit Gambie, Guinée, que ce soit Guinée, Cameroun, que ce soit Sénégal, Cameroun. Enfin voilà, tous les matchs de ce groupe-là vont être intéressants. Le Sénégal qui va évidemment devoir batailler fort pour aller chercher cette première place extrêmement importante. Attention, attention amis sénégalais à ne pas faire évidemment la même erreur que la sélection algérienne lors de la CAN 2021. Ne pas se reposer sur ses lauriers, ne pas se reposer sur son succès du passé. Ça va être évidemment assez compliqué d'aller garder, conserver ce titre continental. Mais évidemment, je pense que les Sénégalais sont quand même plus que prêts avec tous les exemples récents qu'il y a eu. Alors les ambitions du Sénégal, évidemment on va pas se cacher, l'objectif du Sénégal c'est tout simplement d'aller chercher ce deuxième titre africain, d'aller encore une fois remporter cette compétition. Alors selon moi il y a quand même beaucoup moins de pression sur le Sénégal que sur l'Égypte ou le Maroc. Voilà, je pense que les Sénégalais en gagnant cette CAN 2021 ils se sont quand même vraiment enlevé beaucoup de poids sur leurs épaules. C'est vrai que ça faisait partie de ces excellentes équipes africaines qui n'avaient jamais remporté la Coupe d'Afrique Nation. Pourtant voilà, des grands joueurs sénégalais, il y en a eu plus d'un. Maintenant voilà, les Sénégalais ils ont fait une finale en 2019, ils ont fait une finale en 2021. On va pas leur en vouloir s'ils font pas une finale ou s'ils gagnent pas en 2023. Encore une fois, c'est quand même très compliqué de répéter le succès et ça serait quand même assez extraordinaire de revoir le Sénégal en finale ou de voir le Sénégal aller remporter cette compétition dans un peu plus d'un mois du côté de la Côte d'Ivoire. Mais voilà, pour moi le Sénégal doit évidemment aller avec l'ambition de gagner, mais je trouve que cette équipe a quand même un peu moins de pression que le Maroc et l'Égypte. On finit tout simplement les amis avec le pays hôte, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va évidemment arriver les amis avec beaucoup d'ambition. C'est tout simplement pour moi mon quatrième et dernier grand favori de cette compétition. Les Ivoiriens qui depuis la CAN 2021 ont tout simplement enchaîné 11 victoires, 4 nuls, 4 défaites. C'est peut-être l'un des bilans les moins intéressants, les moins extraordinaires. C'est vrai qu'ils ont quand même un peu moins joué, ils n'ont pas joué les qualifications et les barrages à la Coupe du Monde en finissant notamment derrière le Cameroun lors de la première phase de qualification ça commence à remonter, il y a à peu près 2 ans. La Côte d'Ivoire s'était fait évidemment éliminer en 8e de finale lors de la dernière CAN. C'est vrai que c'est quand même assez marrant, mais les Ivoiriens ils n'ont pas beaucoup de chance depuis 2 compétitions. En 2019 ils sont éliminés au tir au but face à l'Algérie, en 2021 ils se font éliminer au tir au but face à l'Égypte. Forcément aujourd'hui ils vont arriver avec un petit esprit revanchard et surtout le fait de jouer cette CAN à la maison va leur donner un peu plus de force pour aller tout simplement tenter de remporter ce 3e sacre africain. Le 11 de départ de cette équipe ivoirienne, ça n'a pas été facile. Franchement, ça n'a pas été facile à faire. On part évidemment avec Fofana au cage, le gardien numéro 1. Peut-être enfin un bon gardien du côté de la Côte d'Ivoire. Avec tout le respect que j'ai pour les anciens gardiens de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être certainement le meilleur gardien ivoirien depuis pas mal de temps. Diomandé, Ndika au niveau de la charge centrale. Il faudrait peut-être d'ailleurs les échanger. J'ai mis Ndika à droite. Il faudrait peut-être plutôt le mettre à gauche. Ghislain Conan à gauche. Serge Aurier à droite.
Là, voilà, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise, hein, les deux trentenaires qui devraient, selon moi, faire la paire. Au milieu de terrain, alors c'est vrai que ça manque, je trouve, un peu de créativité au niveau du milieu de terrain. Il faudra voir hein, face à des blocs bas, mais ça reste quand même exceptionnel. En tout cas, c'est pour moi l'un des meilleurs trios au milieu de terrain d'Afrique, tout simplement. Sangaré, Kessié, Fofana. Alors forcément, Fofana, Kessié, tu te retrouves un peu comme avec les Sénégalais, deux joueurs qui sont partis du côté de l'Arabie Saoudite. Il faut voir dans quel état ils vont arriver, dans quel état de compétitivité ils vont arriver. Il y a quand même quelques petites interrogations à ce niveau-là, mais ça reste quand même sur le papier absolument extraordinaire. Et puis au niveau du trio offensif, alors je sais que beaucoup d'Ivoiriens ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, sur le papier, c'est ce trio-là, le meilleur trio offensif. T'as Bamba sur le banc, t'as évidemment Max-Alain Gradel, qui sera surtout là pour faire le grand frère. Mais voilà, pour moi, c'est Boga à gauche, Adingra à droite et Sébastien Haller en poste de numéro 9. C'est pour moi tout simplement le meilleur trio pour cette équipe ivoirienne. Le calendrier de la Côte d'Ivoire qui évidemment ouvrira le bal avec un match d'ouverture face à la Guinée-Bissau. Derrière, il y aura quand même un match assez compliqué, un vrai test pour la Côte d'Ivoire avec le Nigeria, mais aussi la Guinée équatoriale. Attention, je pense que les Ivoiriens ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise à domicile. Je dis pas qu'ils vont se faire sortir dès la phase de poule. Encore une fois, pour sortir en phase de poule, il faut au moins gagner un match. Voilà, tu gagnes un match, a priori, tu as 90% de chance de passer en huitième de finale. Donc si ils gagnent face à la Guinée-Bissau lors de la première rencontre, lors du match d'ouverture, ils seront plus ou moins assurés de passer en huitième. Mais attention, face au Nigeria, face à la Guinée équatoriale, ça risque d'être quand même extrêmement compliqué avec deux adversaires vraiment très coriaces. Je pense que c'est un bon test pour les Ivoiriens. Tu démarres la compétition avec deux tests très intéressants. Et puis j'ai envie de te dire, tu peux te jauger très facilement. Et dès le début, tu sais si tu peux vraiment aller remporter cette CAN. Parce que justement, au niveau des ambitions, bah écoutez, amis ivoiriens, là, il n'y a pas de surprise. Faut aller la gagner, faut aller la chercher, faut aller tout simplement remporter cette compétition. Les Ivoiriens qui, évidemment, vont tenter de réaliser le même exploit qu'en 2015, aller chercher cette compétition. Alors, on sait que, voilà, dans l'histoire récente de la CAN, hein, les équipes qui jouent à domicile assurent rarement. Alors, évidemment, il y a le Cameroun quand même qui a fait une bonne CAN en 2021. Mais par exemple, l'Égypte en 2019, ils passent complètement à côté de leur Coupe d'Afrique des Nations en sortant dès les huitièmes de finale. Voilà, on le dit souvent, quand on organise une compétition, il faut au moins viser la troisième place, au moins viser les demi-finales. Essayer d'aller le plus loin possible, jouer 7 matchs, c'est l'objectif, je pense, pour les Ivoiriens, un minimum. Maintenant, évidemment, quand tu démarres une compétition comme ça à domicile, quand tu as cette qualité d'effectif, tu veux qu'une seule chose, c'est aller remporter la victoire. Les amis, ma vidéo qui aura duré quand même pas mal de temps, on est pratiquement à une demi-heure de tournage. De mon côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à revenir hein, sur mes 11 possibles, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour pas louper les prochaines. Je vous ai déjà dit, les amis, on se retrouve dans quelques jours pour les outsiders, mais aussi pour les potentielles surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Et ciao les amis.